Jamboree. Surveillance et protection. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est une émission Jamboree du ma si tay chaque jour lépp loo xamante ne sur force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu si mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jamboree. Respect à nos braves Jambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jamboree, aimer et partager. Regardez, je pense qu'il y a un problème de com à faire de ce côté-là, SP adjoint. Voilà, donc, voilà. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'état victime dans le trafic illicite de migrants. Est-ce que c'est pour des raisons économiques qu'on dit que l'État est victime ou j'aimerais comprendre? Parce que dans nos États, il n'y a pas de... La plupart des pays ne sont pas soumis au paiement d'un visa. Donc la plupart des migrants ne bénéficient pas de certaines prises en charge. Alors je ne vois pas comment l'État peut être victime en cas de... Je pense que... Est-ce que ce n'est pas une doctrine qui s'applique plutôt aux pays du Nord et du Sud? Parce que quand tu rentres, tu as des taxes de visa à payer, tu es pris en charge au plan médico-social, etc., etc. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique. Donc, merci. Merci beaucoup pour la question. Oui. De fonctionnement de la police nationale, la DGPN, qui n'est pas encore vulgarisée. Le sigle est resté DEPAF, mais juste maintenant, c'est la direction de la police aux frontières. Mais le sigle reste le même, hein. Ça ne change pas. Ce n'est pas DPF, mais c'est DEPAF toujours. C'est juste direction de la police de l'air et des frontières qui va devenir direction de la police aux frontières. Mais le DEPAF ne change pas, le sigle. Non, le sigle ne change pas. Okay. Au Sénégal, la migration est fondamentalement économique. L'approche qui en a été faite, c'est depuis les plans d'ajustement structurel jusqu'au pillage des ressources. Et je crois qu'au-delà de cette approche économique-là, je crois qu'il y a d'autres secteurs qu'il faudrait investiguer pour la migration. Parce que si, à part de cette analyse-là, on ne voit que l'approche économique, ça veut dire que si demain on crée les conditions de développement économique au niveau du Sénégal, il n'y aurait plus de migration. Il y aurait pratiquement plus de migration. Alors qu'on peut avoir beaucoup d'autres causes de la migration. Il y a des causes sociales, il y a en fait le besoin de découverte, il y a beaucoup de causes en fait qui peuvent entraîner la migration. Et je crois que ces causes aussi, il faut qu'on puisse les circonscrire pour demain si on veut vraiment lutter en fait contre la migration. Parce qu'il n'est pas fondamentalement en fait économique. Parce que si on regarde ailleurs, dans les autres pays qui se déplacent vers en fait les pays sous-développés, ce n'est pas pour des raisons économiques fondamentalement, mais c'est pas parce qu'ils ont des problèmes de subsistance au niveau de leur pays qui se déplacent. Donc ça veut dire que le problème n'est pas fondamentalement un problème économique. Donc maintenant sur les réponses à la migration, effectivement, il y a les réponses économiques qu'il faut apporter fondamentalement. Créer les conditions de développement endogènes, ça permettrait un peu de limiter certaines formes de déplacement dans les pays, mais il y a aussi la migration qu'il faut développer. Mais à mon sens aussi, il faut qu'on essaye de déconstruire l'Eldorado. Parce que l'Eldorado, c'est cette perception-là que les migrants ont sur l'extérieur. Et sans que cette perception-là n'est pas déconstruite, forcément, il y aura en fait cette velléité à vouloir se déplacer vers l'autre. Et cette perception-là, cela aussi nécessite qu'il faut qu'on travaille sur les migrants qui arrivent. Il y a les migrants en fait qui partent. Il y a tout un travail qui est fait par les FDS sur les migrants qui partent. Mais les migrants qui arrivent, comment est-ce qu'ils sont traités? Comment l'État du Sénégal les traite? Est-ce que si on veut lutter contre la migration, est-ce qu'il ne faut pas créer les conditions de retour de ces migrants-là qui arrivent en fait dans les côtes européennes? C'est que si ces migrants savent que chaque fois qu'ils mettent les pays dans les côtes européennes, systématiquement, c'est l'État sénégalais qui crée les conditions de retour, les velléités effectivement de départ vont être diminuées. Certainement, en fait, sur la migration illégale. Parce que quand quelqu'un dépasse 2 à 5 millions, et qu'il sait que
descend dans les côtes européennes, c'est l'État du Sénégal même qui va le ramener. Je crois qu'en fait, certaines velléités en fait, de départ pourraient être circonscrites. Maintenant, sur la deuxième présentation, par rapport à la question des migrants. À ce niveau-là, je crois qu'il faut qu'on puisse beaucoup plus réfléchir sur le concept des migrants. Parce que tant que ce concept-là n'est pas circonscrit, parce que dans la présentation qui a été faite, souvent on parle de victime, qui est victime, qui n'est pas victime. Est-ce qu'on peut être une victime consentante? Parce que dans le cas de la migration, même si le migrant n'est pas considéré comme victime, mais en réalité, c'est le migrant qui dépasse des ressources et beaucoup d'argent et qui souvent poursuit même le trafiquant, entre guillemets, pour pouvoir partir. Cette personne-là, je crois qu'il faut qu'on puisse circonscrire cette personne-là. Hein? Il faut qu'on puisse parler de la responsabilité, en fait, de ce migrant-là. Donc, tant que cette question de responsabilité du migrant n'est pas mise sur la table, donc forcément, le problème n'est pas, en fait, pour moi, totalement circonscrit. Je crois que ça aussi, il faut qu'on puisse poser ça sur la table. Sous les angles économiques et politiques. Sur le plan économique, nous avons des terres arables et récemment les découvertes en termes de gaz et de pétrole. Et les jeunes continuent de quitter le Sénégal. Sur le plan politique, il y a pas mal de stratégies ou d'approches que l'État a mis en place, comme la DER, donc ANPEJ, entre autres. Sans compter aussi les interventions des partenaires au développement. Mais toujours les jeunes continuent à quitter. Ne faudrait-il pas également intégrer la dimension de la frustration sociale, comme l'a si bien théorisé Leonard Bertovitch dans la théorie de la frustration-agressivité, mais aussi la dimension psychologique des besoins non satisfaits, selon la hiérarchie des besoins de Maslow. Merci. Je crois que, M. Doucet, vous avez occulté dans votre présentation les licences de pêche. Et je crois que ces licences de pêche, le Sénégal les a utilisées entre 1990 et 1992 avant qu'il n'y ait ces accords de pêche. À mon sens, il serait intéressant de faire ressortir ces licences de pêche que le Sénégal a utilisées pour avoir des entrées de fonds. Merci. Dans la politique de lutte contre le phénomène, on ne peut pas continuer. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits pour avoir notre propre réalité, notre propre stratégie au niveau national. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore une forme de lutte qui dépend d'une politique qui nous vient de l'autre côté? C'est-à-dire que est-ce que notre politique au niveau national ne continue pas de dépendre de la politique de l'Union européenne et d'autres pays étrangers? Il faut que notre stratégie soit dépourvue de réalités qui nous sont imposées. Et si le mot imposé est trop dire, on doit repenser notre propre stratégie par rapport à des réalités qui nous sont propres. Je rajoute à cela la question des facteurs. Aujourd'hui, M. Diouf a parlé des éléments. Souvent, on insiste sur l'aspect économique, mais il y a d'autres raisons. Cela doit nous aider, surtout dans la communication. Pourquoi je le dis? Nous reprochons à nos jeunes souvent de quitter parce qu'il y a du boulot, où ils peuvent se suffire de ce qu'ils ont. On est souvent même alarmiste quand on entend que quelqu'un qui a un salaire de 500 000 a quitté le Sénégal. On est tous contre cela parce que nous pensons que c'est parce que la personne vit bien qu'il ne doit pas voyager. Le voyage n'a pas de limite. Les Occidentaux ou les Européens peuvent voyager pour n'importe quelle raison. Nous-mêmes, on a voyagé d'abord à l'interne, M. Diouf l'a rappelé. C'est d'abord dans la communication. Il ne faut pas montrer à nos jeunes, à notre peuple, qu'ils sont obnubilés que par le voyage en Europe. On a déjà voyagé au Sénégal, d'abord par le phénomène de l'exode, pour l'apprentissage du Coran ou de l'école. Et on a voyagé entre le Sénégal et d'autres pays africains pour de multiples raisons. Pour la recherche de la connaissance, pour le mieux vivre. Et aujourd'hui, les Occidentaux, ils viennent chez nous des fois pour le soleil.
pour la découverte, pour le mieux vivre. Pourquoi nous, on interdit à notre jeunesse de le faire? Pourquoi dans notre communication, on veut dire à nos jeunes que restez ici, vous avez du boulot? Moi, j'ai voyagé en Europe pour des raisons uniquement de découverte, parce que j'ai voulu découvrir. Pourquoi je l'interdis à un jeune qui veut le faire? Ça, c'est des formes de messages qu'on doit déconstruire et aider la jeunesse à mieux comprendre s'ils doivent voyager, pourquoi ils voyagent. Parce que moi, quelqu'un qui vient de la France à Sali, uniquement pour le soleil, je ne vois pas au retour que je puisse interdire à quelqu'un qui doit aller à Paris pour visiter la Tour Eiffel ou autre chose. Ça, en tout cas, ça doit nous aider à repenser le discours et la politique. Non, c'est psychologique, hein? Oui, vous pouvez y revenir, mais pour moi, c'est très important. Parce que moi, je considère, il y a un nouveau concept que je développe. Moi, je dis, quelqu'un peut voyager pour mieux vivre. Et vous le constatez, dernièrement, le bateau, moi j'ai eu des parents qui sont tombés sur les derniers naufrages à Hambourg, mais ils avaient de bons salaires, mais ils ont cherché. La question, l'approche tout sécuritaire, est-ce que ça doit continuer aussi à avoir une certaine emprise dans notre politique de lutte? Parce qu'on nous l'impose. Dans toutes les communications que vous allez entendre, et même dans la salle, hein, dans la configuration, l'approche tout sécuritaire, elle est prégnante. Mais elle approche développement, elle approche psychologique. Ça dit qu'ils nous transfèrent nos frontières dans nos pays. Est-ce que nous, dans notre propre réflexion au niveau national, on a cette même perception? L'approche tout sécuritaire ne peut pas continuer à être permanente. L'Europe déplace ses frontières, non pas à Lampedusa et au niveau de leurs frontières. Ils viennent juste chez nous pour créer des barrières, des murs, des barbelés. Est-ce que cette conception peut continuer? L'obtention de visa, l'approche droit de l'homme, la personne doit pouvoir voyager n'importe comment et n'importe où. Si légalement il ne peut pas le faire, il continuera de rechercher son pouvoir de voyager de manière illégale. Mais les réflexions internes là, ce sont ces réflexions qu'on doit oser faire et continuer à le faire pour trouver de bonnes solutions. Merci. Merci beaucoup. Moi, je me nomme Mamadou Lamine Diop. Je suis le chargé de sécurité des pêcheurs artisans au niveau du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes. Par conséquent, aussi le point focal du ministère. Je voudrais faire une contribution par rapport à la présentation de Moussé Doucet, mais aussi poser une question à Moussé Sy. Tout d'abord, je m'associe aux félicitations par rapport aux présentations. Par rapport à la contribution, en fait, je voudrais juste dire que le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes est bien conscient du rôle qu'il devrait jouer dans cette lutte contre les migrations irrégulières. Et dans ce sens, on est en train de dérouler un projet qui va permettre d'identifier tous les départs qui vont se préparer au Sénégal. Les pêcheurs sont ici pour préparer un voyage vers les îles Canaries. Il faut environ 3000 à 3500 litres de carburant sous douane que vous allez acheter au niveau des différentes stations qui se trouvent dans le pays. Nous, on est en train de développer un projet qui va nous permettre d'identifier tous ceux qui vont, à travers le carburant, tous ceux qui vont acheter parce que maintenant, avec la géolocalisation, on peut identifier tous ceux qui vont acheter en fait, il y aura des quotas alloués pour chaque embarcation et dès que vous le dépassez, vous serez identifié. Je dis que le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes est important pour cette lutte. C'est parce que les supports de transport, c'est des embarcations artisanales et les conducteurs de ces embarcations artisanales, c'est des capitaines de pêche. C'est pourquoi nous, on a pensé à vraiment essayer de le développer. Cependant, il y a des limites pour ce projet, parce que ce projet va permettre à long terme de stopper tout ce qui est départ ici au Sénégal. Mais nous savons pertinemment qu'il y a des départs qui se font en Gambie, en Guinée et en Mauritanie. Mais tout ce qui se fait ici de Cap Skirring
à Saint-Louis sera identifié, Inch'Allah. L'autre chose, c'est la question que j'ai voulu vous poser, Moussessi. C'est quoi la différence sur le plan juridique, entre les passeurs et les convoyeurs? Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Au devant pour gérer cette question de la migration. Sur le constat qui est alarmant, je pense qu'on a constaté des jeunes qui s'embarquent dans des périodes de fortune pour aller l'Europe, et souvent dans des conditions désastreuses, souvent inhumaines. Et si on nous dit que près de 2500 jeunes ont pris les pirogues, entre 2005 et 2006, bravant l'Atlantique, selon les documents scientifiques, en 2008, 46 426 migrants irréguliers ont été refoulés d'Espagne. Entre 2009 et 2017, une accalmie qui a été notée. Et à partir de 2020, une recrudescence notée dans les départs, ce qui a poussé l'État sénégalais à créer le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, et avec en ligne de mire un plan d'action opérationnel. Et quand Interpol nous dit que les groupes de criminalité organisée exploitent les personnes les plus vulnérables à des fins lucratives, sans aucun respect pour la sécurité et la dignité humaine, je pense qu'il y a lieu de s'arrêter et de réfléchir davantage sur cette question. La question que j'aimerais soumettre à votre appréciation, quelques questions. Qui dit trafic organisé, qui dit trafic, crime organisé, dit préparation, organisation et planification des actions. Quelle stratégie mettre en place pour traquer ces malfaiteurs? Et l'autre question, c'est quel rôle peuvent jouer les sociétés de téléphonie mobile en relation avec les forces de défense et de sécurité pour désamorcer ce projet de trafic illicite? L'autre interpellation, c'est dans ce trafic de migrants où l'on note l'existence de documents frauduleux. Quelles mesures préventives pouvons-nous initier pour parer à cette éventualité? Et je terminerai par cette question. Est-ce que le chômage endémique des jeunes est le seul motif qui pousse cette frange importante de la population sénégalaise à quitter leur pays pour des contrées souvent inconnues? Le plus souvent, on parle de causes économiques, etc. Mais pour moi, c'est des causes secondaires. La vraie cause, elle est trop profonde. Je prends deux aspects. L'un, c'est la pression sociale, qui devient un aspect psychologique pour la personne même. Et la deuxième, c'est l'éducation des jeunes. Nous, à notre époque, on n'osait pas voyager sans pour autant demander la permission à nos parents. Osons dire que cette jeunesse est en dérive. Il faudra leur tenir un langage de vérité et leur dissuader. Quand on se concentre sur ces causes économiques, on n'aura jamais de solution. Puisqu'il est impossible de donner du travail à tous les jeunes. Et si par extraordinaire, on pouvait leur donner tous du travail, certains vont abandonner leur travail et partir. Ceux qui ont des millions qui prennent le chemin de Nicaragua. D'autres, ils payent plus de 500 000 francs pour la pirogue. Donc je pense qu'il faudra s'appesantir sur les causes psychosociales et dissuader les jeunes. La solution, mon frère de l'ARD de Thiès l'a dit, ça c'est mon plaidoyer. S'il y avait une convention de rapatriement entre l'Union européenne et l'Afrique ou la CEDEAO, je pense que le jeune qui est conscient que s'il part, il sera rapatrié, ça va arrêter totalement les départs par pirogue. Pour M. Si, le trafic illicite de migrants, je vois que vous êtes trop appesantis sur le trafic par mer. Mais je trouve que le plus grand nombre de migrants irréguliers prennent la voie terrestre. Il y a les réseaux de passeurs, d'abord ici au garage Beau-Maraîcher, qui sont là à chercher des voyageurs pour le Mali,
pour le Niger, sachant que c'est l'itinéraire pour rentrer en Libye. L'autre voie, c'est par la Mauritanie et le Maroc. Ça, je dirais tout simplement que la libre circulation des biens et des personnes constitue un obstacle à la lutte contre l'immigration irrégulière. Puisque si le jeune est libre de quitter le Sénégal, partir au Mali, de quitter le Mali, partir au Niger, après c'est le désert, c'est la Libye. S'il ne peut pas réaliser en Libye, il va prendre la mer ou bien de l'autre côté par le Maroc. C'est cette intervention que je voudrais apporter. Et il y a surtout des interventions et des questions qui se retrouvent. Je note par exemple les questions du docteur Faye, qui se retrouve avec M. Mbenga sur les dimensions sociales de la migration. Je pense, j'ai dû quelque part parler de cela, en disant que nos États ont failli dans leur politique d'occuper les jeunes dans sa globalité. Vous savez, moi je suis déjà un spécialiste d'encadrement de jeunesse. La jeunesse, elle est plurielle. La jeunesse, vous les trouvez dans l'éducation, vous les trouvez dans l'entrepreneuriat, comme dans la main-d'œuvre, comme dans tous les processus de vie de notre société. C'est dans cette pluralité que le ministère de la Jeunesse, et en fait, sous Mokhtar Mbow, il s'appelait ministère de l'Éducation de la Jeunesse et populaire. C'est cette éducation populaire-là, qui est une éducation de masse, qui prend en la jeunesse dans sa pluralité, il faut l'occuper. À partir même d'un système non conventionnel qu'on appelle l'éducation populaire. C'est peut-être à ce niveau que les ministères d'aujourd'hui sont en train de pêcher. Par exemple, sous Mokhtar Mbow, toutes les branches de la jeunesse étaient occupées juste dans les colonies de vacances. Dans les périodes de vacances, on avait même déployé des chantiers collectifs au niveau de toutes les régions. Vous vous rappelez de Sénégal Ndiaye qui animait un peu les processus pareils. Et donc, dans cette occupation de l'éducation populaire, ça n'est pas l'espoir, détection des talents. Parce que les jeunes, dans tout leur processus d'évolution de la 3e enfance, préadolescence, adolescence, jeunesse, qui se prolonge jusqu'à 35 ans, on les occupe. Il y a des politiques de jeunesse qui doivent être appliquées. Moi, je dis, par exemple, au Sénégal, si je le carnaval de l'archive des différents ministres qui sont passés, je retiens que François Bob et Joseph Mathiam ont été les meilleurs ministres de jeunesse et des sports que j'ai dû au moins connaître. Parce que dans leur processus, ils ont occupé toute la jeunesse dans sa dimension plurielle de l'éducation populaire, avec toutes les sections qui sont animées dans les CEDEPS pour prendre ces jeunes, les former et ensuite les mener à la réinsertion. Maintenant, si cette jeunesse est laissée à elle-même, elle est obligée de trouver, en fait, des solutions à sa survie. Et vous savez que le social et l'économie sont tellement liés parce qu'ici, quand vous faites votre progéniture, vous l'encadrez, la première forme, c'est au moins que cette jeunesse puisse trouver à travailler. Le travail, c'est la première forme de liberté qui permet à l'homme de s'affranchir et de garder sa dignité. Maintenant, s'il perd ces différents repères, il y a problème. Et ce qui fait que la dimension sociale, encore une fois, est de mise dans cette politique. Et c'est pourquoi, dans les politiques que nous allons mener pour enrayer ce mal, il faut davantage sensibiliser. Mais il faut d'abord, dans la sensibilisation, il y a la dimension information, c'est selon la cible. La dimension sensibilisation et la dimension conscientisation. Conscientiser, c'est peut-être de s'adresser à des étudiants qui ont un certain nombre d'évolutions, mais aussi un certain nombre de connaissances qu'il faut apprendre à les juger du danger manifeste qui est en train de guetter nos jeunes. Respect à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager.
Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Djambars.